qui donc est biologiste et naturopathe, et qui va vous instruire sur le fin du fin des analyses biologiques actuellement disponibles. Et je signale quand même que Frédéric vient de réouvrir un laboratoire à Genève, qui s'appelle Espace Lab, où on peut obtenir les différentes analyses dont il va nous parler. Petit coup de pub, je te passe le plan. Bonjour à tous, donc je suis très content d'être ici parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé ce matin. C'est un sujet passionnant, j'irai pas toujours dans le même sens, vous verrez un peu après. Par contre, ça ne veut pas dire que ce que je dis est forcément la vérité. J'ai horreur des dogmes, donc je ne vais pas vous les imposer. Effectivement, je suis donc biologiste à Genève. Je suis un peu comme les chats, j'ai la chance d'avoir eu plusieurs vies. Et dans mes vies antérieures, j'ai eu aussi la chance d'être vétérinaire. Et vétérinaire, vraiment vétérinaire, en milieu rural. Ça m'a appris beaucoup, notamment là-dessus, parce qu'en clair, ça veut dire que les maladies vectorielles lactiques, je m'y intéresse depuis plus de 20 ans maintenant, quasiment. Alors, j'ai pu voir les évolutions. La première évolution par rapport à ce qu'on disait ce matin, certes, le mode de vie ont certainement impacté la Lyme aujourd'hui, sont certainement à l'origine de son augmentation, mais il y a autre chose qui est derrière. Et cette autre chose, c'est une pression parasitaire qui est devenue plus importante. Et ça, moi, je l'ai vécu. Et je peux vous le certifier que quand j'ai commencé ma carrière, on avait très peu de ces maladies vectorielles lactiques, surtout en zone de montagne. On n'était pas embêté avec ça. Et là, maintenant, on l'est de plus en plus. Alors, pour moi, c'est lié aux modifications climatiques, c'est une évidence. Des hivers moins rigoureux, des périodes de chaleur plus fortes, des printemps plus pluvieux, plus humides, et puis, de manière globale aussi, une augmentation générale des températures. La deuxième chose, très vraisemblablement aussi, les modifications des biotopes. Moi, je suis d'origine rurale, d'origine paysanne, et je peux vous dire que la campagne, c'était pas comme ça. Notamment, il y a une prolifération de tout ce qui est zone de broussailles, et je vis en zone de campagne. Mes grands-parents verraient les champs aujourd'hui, il y en aurait fou. Parce qu'il y a des broussailles de partout. Il y a un biotope terrible qui s'est installé aujourd'hui qui fait que des tiques, il y en a de plus en plus. C'est aussi un problème planétaire, puisque dans la dernière conférence qu'il y a eu à Chicago sur les interventions d'Horowitz de Lylat, il explique très bien que le problème sur ces souches aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispersion. Pourquoi ? Parce que les animaux voyagent, notamment les oiseaux, voyagent assez loin, et les tiques qui auparavant n'allaient pas trop sur les oiseaux vont de plus en plus sur les oiseaux. Donc, véhiculent de plus en plus ces tiques. L'autre chose que ça m'a appris en tant que vétérinaire, c'est que les co-infections, ça existe, et c'est vrai. Une des premières fois que je l'ai vu, parler de l'irlichiose tout à l'heure et de la Lyme chez le chien, un des premiers diagnostics que j'ai posés sur une Lyme, c'était suite d'une pyroplasmose, donc d'une babésiose. Le chien est venu pour une babésiose, on a vu, confirmé sur un frottis sanguin, et le chien est revenu 15 jours après, avec des symptômes différents. Plus trop de température, c'était très bizarre, commençait à avoir une hémiparésie postérieure, beaucoup plus une orientation neurologique, et là, effectivement, on est sorti sur de la Lyme, qu'à l'époque, on a guéri avec de la doxycycline. Donc, il y avait déjà, effectivement, eu 2 co-infections. Et la troisième chose que ça m'a appris, largement avant qu'on parle de ces histoires en humaine, c'est la notion de ce qu'on appelle des infections froides. Et le plus beau exemple que j'ai eu là-dessus, c'était sur un cheval. J'étais le 3e vétérinaire établi, sur un cheval qui n'allait pas bien, qui dépérissait. Il commençait à choper des lymphédèmes sur les 4 membres. Et mes 2 confrères précédents étaient venus et avaient dit qu'il n'y a pas de température, c'est pas une pyro, donc c'est pas une babésiose. Et alors moi j'avais repris le cas, effectivement, pas de température, j'avais fait une prise de sang, les plaquettes étaient légèrement impactées, on était à peu près à 150 000, mais c'était pas franc. Et puis je m'étais rappelé, dans les courbes parasitaux qu'on avait, qu'on pouvait aller chercher ces parasites dans une partie du sang, ce qu'on appelle le Buffy coat. En fait, quand vous prenez du sang, quand vous le centrifugez, vous avez plusieurs couches qui vont se mettre dedans, et la couche qui est intermédiaire entre le plasma et les globules rouges, vous allez trouver des globules rouges un peu spéciaux, donc qui sont un peu alourdis. Et j'étais allé rechercher là-dedans, et j'avais trouvé. Alors que dans le sang capillaire fait à l'oreille, on n'avait jamais rien trouvé, les 2 confrères précédents n'avaient rien trouvé non plus. Et donc j'ai renvoyé tout le dossier à mon prof de médecine équine, je me rappelle encore à l'époque, il m'avait dit, tu racontes n'importe quoi. C'est pas possible. Ce que tu as trouvé des babésias, c'est possible, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'avais traité, et ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, déjà à l'époque, c'est pas une spécificité de la médecine humaine, ça rentre pas dans les clous. On nous a appris, voilà, babésia, et nous, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Comme on vous l'apprend aussi en humaine, ça vient, ça donne de la température, on traite, et ça guérit.
La réalité, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc, fin de la parenthèse par rapport à moi. Je vous explique un petit peu maintenant. Alors, j'ai deux objectifs sur cette présentation, simple. Essayez de débroussailler un peu pour que vous compreniez de manière assez claire les différents tests en biologie qu'on peut avoir sur le Lyme et à quoi ils servent. La deuxième chose, et ça j'insiste beaucoup, c'est la notion des co-infections. Parce que tout le monde parle de Lyme, tout le monde parle de borréliose, etc. C'est seulement 30% du problème. 70%, c'est tout ce qu'il y a à côté. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, les enjeux sur le Lyme, c'est d'abord une maladie, comme je viens de vous l'expliquer, qui a une prévalence qui est énorme. Aux États-Unis, ils estiment que c'est une prévalence annuelle qui est supérieure à la prévalence du cancer du sein. Et le challenge principal, c'est que c'est une maladie qui est super difficile à diagnostiquer. Pourquoi? Parce qu'on a une clinique qui est très déroutante, on trouve un peu de tout, c'est pour ça qu'on l'appelle la grande imitatrice. On a aussi fréquemment ce qu'on appelle des overlapping, c'est-à-dire en fait des symptômes qui font penser à d'autres maladies. Typiquement, c'est ce qu'on va retrouver sur des maladies auto-immunes. Il y a des maladies auto-immunes, par exemple, qui ont des symptomatologies de maladies auto-immunes et qui sont du Lyme. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de symptômes spécifiques. Il n'y a pas de truc qui vous permettent de dire c'est ça. Beaucoup de tests aussi sont inadéquats, ça j'y reviendrai. Pourquoi? Parce que souvent, alors c'est le cas typique de la PCR, parce qu'on a des problèmes de matrice. On ne va pas chercher les agents infectieux là où ils sont. Deuxième problème aussi, c'est les cibles. Parce qu'en biologie moléculaire, vous ne cherchez que ce que vous trouvez. Vous ne trouvez que ce que vous cherchez. Problème dessus, sur la sensibilité et la spécificité, ça c'est beaucoup plus sur tout ce qui est par rapport au phénomène de sérologie. Et à l'heure où on parle, il n'y a pas de test de référence sur la data. Voilà. On ne peut pas dire ça, on est sûr. Même la PCR, il faut toujours se gaffer par rapport à ça. Même si j'en suis un chaud partisan, parce que c'est aujourd'hui, je pense, un des meilleures techniques qu'on ait, le problème, c'est que quand je vais retrouver des acides nucléiques d'un agent infectieux, je ne peux pas vous dire si c'est vivant ou si c'est mort. Il faut toujours se rappeler de ça. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous connaissez comme test de labo? Premier qui vous vient à l'esprit. ELISA. Voilà. Quand on apparaît, ça, c'est donc la sérologie. Ce qu'on va faire, on va aller rechercher des anticorps dans le sang du patient. On va rechercher deux types, les IgM, qui sont celles qui sont normalement mises en cause en cas de primo-infection, et les IgG. L'autre chose après, normalement, vous devez confirmer ça avec le Western blot. Ça, je vous en reparlerai après. Pour moi, le Western blot est effectivement supérieur à la sérologie, mais l'approche aujourd'hui qui est de dire qu'il faut faire des Western blot pour confirmer la sérologie, ça n'a pas d'intérêt. Il faut passer directement sur des Western blot. Et ensuite, c'est pas parce que vous avez une sérologie négative que vous allez vous retrouver avec un Western blot négatif. Et l'ISPOT, je crois qu'on en a parlé un petit peu ce matin, je vous redétaillerai ça aussi, c'est un test de stimulation lymphocytaire, c'est une exploration d'une autre voie de l'immunité. Là, on est sur l'immunité humorale, donc on va chercher des anticorps. Là, on est sur l'immunité cellulaire. Et puis, la PCR, Polychain Reaction, donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous savez tous comment ça fonctionne, la PCR, ou pas? Bon. Alors, la PCR, on va rechercher ce qu'on appelle des acides nucléiques en clair du matériau génétique d'un agent, quel qu'il soit, d'un agent pathogène. Pour ce faire, on va faire 3 étapes. La première, c'est qu'on va extraire ces acides nucléiques, ensuite on va les amplifier, et ensuite on va les détecter. C'est pour ça qu'on appelle ça polychain reaction, c'est-à-dire qu'en fait c'est une technique d'amplification. Alors l'intérêt, c'est que c'est très spécifique et c'est très sensible. Ensuite, qu'est-ce qu'on va rechercher? Eh bien, comme je vous le disais tout à l'heure, Borrelia, oui, parce qu'effectivement c'est lui qui est impliqué dans la maladie de Lyme, mais par extension, ça, de plus en plus, on parle plus de MVT, maladie vectorielle à tic, plutôt que Borrelia. Il faut dépasser un peu ce concept-là aujourd'hui. Alors, la biologie, souvent, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut que ce soit bien expliqué. Le problème qu'il y a aujourd'hui sur la biologie, c'est comme je vous le disais, on n'a pas de test de référence. Donc on n'a pas quelque chose qui nous permette de dire voilà, ça marche. Ensuite, on a plein de tests et on a plein de labos. Donc c'est pas uniformisé, c'est pas standardisé. Il y a de nombreux acteurs. Quand je dis de nombreux acteurs, ben oui, il y a aussi les histoires justement d'éthique qui sont là,
qui sont des maladies vectorielles qui sont là-dedans, ça vient perturber le tableau. Je vais vous donner un exemple. Borrelia miyamotoi, pendant des années, on a dit que ça n'existe pas. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le vecteur, il n'est pas présent, c'est au Japon, c'est pas en Europe. Et après, au bout d'un moment, justement, avec la PCR, on a commencé à faire des recherches, chez l'INRA, notamment en France, qui a fait ça, et on s'est aperçu qu'il y en avait. Donc, ça brouille encore le système et tout ça, parce que c'est pas une maladie classique, si vous voulez. C'est pas comme une rougeole. Ça ne se transmet pas d'un individu à l'autre. Le problème, ce sont ce qu'on appelle des maladies vectorielles. Donc, il y a des vecteurs qui rentrent en ligne de compte, il y a d'autres acteurs. Et puis, il faut bien penser donc étendre Lyme à cette notion de maladie vectorielle-étique, à cause précisément de ces co-infections qui sont aujourd'hui minimisées. Et pour vous expliquer la biologie, eh bien, on va prendre une petite histoire. Parce que la petite histoire, c'est plus facile pour se rappeler. Et la petite histoire, c'est la métaphore de la battue au sanglier. Alors, comment ça se passe? Il y a des protagonistes. Donc les protagonistes dans la battue au sanglier, il y a le panthère. Donc, ça, on va dire que c'est le patient. D'accord? Ensuite, il y a un agent, Borrelia, c'est le sanglier. Ensuite, pour une bonne battue, il faut un chasseur. Donc dans le chasseur, il peut y avoir les bactériophages, mais moi j'y inclus aussi les co-infections, c'est-à-dire ces virus qui sont, alors c'est pas totalement chasseurs, parce qu'il y a quand même une symbiose qui se fait avec Borrelia, mais vous verrez tout à l'heure pourquoi je les mets dans la partie chasseur. Ensuite, pour bien chasser, il faut des chiens. Et donc les chiens vont représenter la partie du système immunitaire qui est notamment les lymphocytes T. Et puis, pour protéger tout ça, il y a un grillage, et le grillage, c'est notre système immunitaire. Donc on va scanner le terrain. On va regarder. La première chose, c'est est-ce que le sanglier a été en contact avec le terrain? Oui ou non? Alors oui, là il y a des traces, on voit, il est passé, là il a même laissé une empreinte de pied, c'est super, tout va bien. Donc, je vais retrouver, grâce à ma sérologie positive, ou mon Western blot positif, et je vais voir qu'il est passé. Problème? Quand? J'en sais rien. Il est passé. C'est tout ce que je peux dire. Et dans le Lyme, c'est encore pire que ça, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, quand on recherche en sérologie IgM et IgG, nous a toujours appris, à la fac, il y a des IgM, et bien après il y a des IgG, les IgM elles disparaissent, il ne reste plus que les IgG, c'est la mémoire, patati patata. Dans le Lyme, vous pouvez remettre ça dans les étagères et l'oublier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui sont IgM et qui sont IgM à vie, qui ne se positiveront jamais en IgG. De même, on peut avoir carrément des sangliers qui respectent le terrain, c'est-à-dire il n'y a rien. Rien du tout. Ça ne réagit pas. Alors, c'est pas d'ailleurs spécifique à Lyme, quand vous réfléchissez 30 secondes à ça, qu'est-ce qui se passe quand on fait un vaccin? On vous vaccine, et le coup plus classique qu'on connaît nous en médical, c'est qu'on nous oblige, en principe, parce que des fois on arrive à passer à travers les mailles du filet, à se vacciner contre l'hépatite B. Et vous savez que sur l'hépatite B, après, on nous fait faire des contrôles sérologiques pour voir si on a bien réagi ou pas réagi. Et vous avez des gens qui, effectivement, qui, même dans le cas d'un vaccin, ne fabriquent pas d'anticorps. On ne sait pas l'expliquer encore aujourd'hui, on ne sait pas comment ça marche exactement, mais il y a des gens, notamment sur l'hépatite B, ça ne fonctionnera jamais. Ils ne seront jamais immunisés. Vous pouvez multiplier les doses de vaccins, ça ne bougera pas. Peut-être qu'ils ont de la Lyme. Je ne sais pas. Voilà. Et donc là-dedans, par contre, ils sont liés. Mais le terrain, il n'a pas bougé. Alors, justement, cette sérologie, un petit peu éclairer les choses, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut? Ce qui est vrai sur la sérologie, c'est que les IgG, c'est bien, c'est une bonne spécificité. Donc si vous revenez avec une sérologie IgG positive sur un patient, vous pouvez être sûr qu'il y a eu un contact avec de la Borrelia. Par contre, les IgM, on a fréquemment ce qu'on appelle des réactions aspécifiques. Dans notre jargon, on dit que ça croise. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir une réaction de mon test, non pas des IgM de Borrelia, mais des IgM EBV, des IgM, ça croise aussi, toxo. Voilà, avec des IgM de toxoplasmose. Donc c'est pour ça que la sensibilité, elle est moyenne. Alors les chiffres, ils varient. En principe, c'est entre 58 et 68%. Voilà, par rapport à ce qui est de la sensibilité. La sensibilité, ça veut dire la capacité du test à dépister une personne qui est réellement malade. Donc dans 68% des cas, ça marche. Donc en gros, on va dire avec 70%, donc dans 30% des cas, ça ne marche pas. C'est négatif, mais la personne est malade. C'est pour ça que ce qui est faux,
c'est des fois, je dis ça, j'enfonce pas une porte ouverte, hein. C'est malheureusement, encore une fois, des choses qu'on entend super fréquemment aujourd'hui, des médecins qui disent, vous êtes séronégatif, vous n'avez pas la maladie. Voilà. Donc ça, malheureusement, c'est complètement faux. Mais ça existe encore, il y a encore beaucoup de gens qui le disent. Donc ce qui est faux là-dedans, à cause de cette histoire de sensibilité, vous ne pouvez pas dire qu'un patient séronégatif n'a pas la maladie de Lyme. Ce qui est faux, c'est de dire qu'il y a des tests de référence. Aujourd'hui, c'est pas le cas, malheureusement. Et pareil, au niveau de la standardisation, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a Biomérieux qui fait son test, et puis il y a Sophia qui fait son test, et puis il y a, il s'appelle encore les autres aux États-Unis, là je vais bouffer le nom, qui font leurs tests, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes antigènes qui sont dedans, c'est leur sauce à eux, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, donc on n'est pas standardisé. C'est pour ça que je préfère l'immunoblotte, et l'expression n'est pas de moi, c'est Horowitz, Lyme bingo, ils appellent ça. Alors, c'est super important, je vous montrerai aussi, c'est pour ça que moi j'aime bien rendre les blots, je vous donne la photo, parce que vous sachiez exactement ce qu'on teste. C'est beaucoup plus sensible et c'est beaucoup plus spécifique. Par contre, tous les blots ne sont pas égaux, et ça dépend justement du type de protéines qui vont être testées. Donc, alors on leur donne des noms, les numéros, pardon, et puis il y a des noms. Donc les OSPC, qui sont en fait des protéines qu'on va trouver en surface, et les OSPC, les Outer Surface Protein C, les A, vous avez aussi les B, et ça c'est très important de les retrouver dans les bandes justement qui sont testées. Alors voilà comment, pour moi, après je vous dis, je ne suis pas... je vous explique comment moi je fais, comment je rends. Quand je rends comme ça, et je vous rends avec la totalité de blots, et vous voyez que les OSPC ils sont ici. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a fait un blot avec des OSPC. Par contre, vous avez des fois des résultats qui sont comme ça, où le labo vous rend IgG immunoblotte positif. Positif à quoi? On ne sait pas. Et il marque dedans anti-VLSE. Alors anti-VLSE, le VLSE c'est intéressant, c'est une protéine effectivement qui est spécifique des Borrelia, c'est un marqueur d'agressivité. Plus vous aurez des VLSE, plus c'est agressif. Mais là-dessus, on ne peut pas en sortir grand-chose. Voilà. Donc c'est pour ça que les immunoblottes, c'est très bien, mais il faut savoir ce qu'on recherche et il faut savoir aussi comment c'est présenté. Alors on continue, on se calme, on a fini en sérologie, maintenant on va attaquer un autre bout. Donc mon terrain n'est pas labouré, on est d'accord, mais je veux voir un petit peu comment se comportent mes chiens. Alors mes chiens, ils peuvent être au repos, tranquilles, ils ne bougent pas. Mais par contre, la joie infectieuse est bien là. Malheureusement, là, je vais ressortir avec un ELISpot négatif. Ça ne va pas bouger. Au contraire, si le chien a repéré quelque chose, alors là, c'est différent, et je vais retrouver un ELISpot positif. Alors, comment ça se passe pour les ELISpots? Je vous explique rapidement comment on fait ça. Pour que vous compreniez, c'est important de savoir comment ça fonctionne, parce que souvent les ELISpots, on pense qu'on rend ça avec un index de stimulation, etc. au niveau du labo. C'est de la culture cellulaire. C'est de la culture de lymphocytes, d'abord, à la base. Donc on va cultiver ces lymphocytes, on va les mettre au contact avec donc il faut du sang frais, déjà important. Ensuite on va faire de la culture cellulaire et on va les cultiver avec des antigènes ciblés. On ne met pas ça avec des Borrelia, on met ça avec des protéines recombinantes, avec un certain nombre d'antigènes qui sont spécifiques soit de Borrelia, soit de BV, soit de Babesia. Et ensuite, mon lymphocyte, quand il va être au contact, s'il est sensibilisé, si mon chien est bien réveillé, il va sécréter un certain nombre de substances qui sont des interleukines, donc soit des IL-2, soit du TNF, d'interférons, pardon. Et ensuite, on va révéler ça sur des espèces de petits puits comme ça, et on va avoir cette image que vous avez là. Donc c'est pour ça qu'on va vous donner ça en index de stimulation, parce que quand vous faites des ELISpots, vous avez un index de référence, vous avez des puits de référence dans lesquels vos lymphocytes ils sont tout seuls, et ensuite vous allez vous baser sur les lymphocytes où ils sont tout seuls sans contact avec des antigènes pour donner un index de stimulation là-dedans. Et c'est ça qu'on vous rend. Donc en clair, si mes lymphocytes ils ont bien dégorgé, ça veut dire qu'ils sont très sensibilisés à ma cible. Avantage, préciser sur un pathogène. Intérêt, c'est que ça me dit si l'infection est active ou pas. Enfin, je mets des guillemets parce qu'il faut faire attention par rapport à ça, dans la mesure où même après traitement, cette notion d'activation, il faut quand même compter 3-4 mois avant que ça redescende. Inconvénient, culture cellulaire.
Donc le problème, je vais être clair, si vous travaillez comme un cochon, vous aurez plein de faux négatifs. Pourquoi? Parce que vos lymphocytes, ils vont mourir. Il y a des lymphocytes, il faut les cultiver, c'est particulier, il faut une étude, il faut des conditions d'humidité constantes, il faut une imprégnation sous dioxyde de carbone. C'est 5%, c'est pas 4%, c'est pas 6%, c'est 5%. Si vous êtes à 4%, il n'y a pas assez de CO2, les lymphocytes ils sont pas bien. S'il y a trop, le milieu va s'acidifier, vos lymphocytes ils vont mourir. Donc vous aurez plein de négatifs. Si vous travaillez comme un cochon du point de vue bactériologique, vous allez contaminer vos lymphos, donc forcément ils vont tous dégorger, donc vous aurez plein de positifs. L'autre risque que vous avez aussi, c'est, là vous voyez, il y a une notion de temps. Mes lymphocytes, il ne faut pas que je les mette au contact trop longtemps. Parce que s'ils ont eu une mémoire de Borrelia, forcément, au bout d'un moment, les mémoires elles vont se réveiller et ils vont dégorger. Donc si je fais une surincubation, je vais aussi rendre des faux positifs. Et puis, inconvénient, c'est que je ne vais trouver que ce que je cherche, mais cette fois je l'ai dit dans le bon sens. Donc les cibles sont limitées. Je ne peux pas trop partir dans plein de sens et je suis dépendant des laboratoires qui vont fabriquer les protéines recombinantes qui correspondent à ma cible. Alors, c'est pas compliqué de faire des protéines recombinantes. Hein. On travaille avec des souris, après on filtre ça. Enfin bon, c'est un boulot. On ne peut pas faire ça dans l'arrière de la cuisine. Alors le top, après évidemment, ça, c'est d'apercevoir les sangliers. Alors on est content. Voilà, ils arrivent, ils sont petits, hein. Voilà, enfin, il n'y en a pas beaucoup. On a fait exprès de les faire petits comme ça parce qu'il n'y en a pas énormément. Et donc ça, c'est la PCR. Donc là, je vais aller rechercher des acides nucléiques, donc du matériel génétique de ma cible, directement dans des échantillons. Alors ce qui est important, donc ça va permettre de voir s'il y a de la Borrelia, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas de la Borrelia ou d'autres, hein, ça ne me permet pas de dire si c'est vivant ou pas. C'est la limite par contre du test. On va retrouver du matériel génétique. Et ce qui est très important, c'est la matrice. Pourquoi la PCR très fréquemment n'avait pas bien marché jusqu'à maintenant? C'est parce qu'en fait, on faisait l'erreur d'aller rechercher ça dans le sang, et Borrelia dans le sang, il n'y en a pas des masses. Donc, ce qui est intéressant, et ça, je vous reverrai sur cet article qui a été co-signé par Perron et par mon ami professeur Franck, en l'occurrence, il faut augmenter les matrices, il faut faire péter les globules rouges, et là, on trouve. Et quand vous allez gratter, vous trouvez. Donc, notamment, nous, c'est ce qu'on fait. On travaille sur les urines, on travaille sur la salive, on travaille sur le sang total, on travaille sur le sang capillaire. Tout à l'heure, je vous disais, en veto, quand on va chercher de la babésia, on ne fait pas de prise de sang sur les cheveux. On va rechercher du sang capillaire. On fait ça sur une goutte. Donc, une goutte dans l'oreille, souvent sur les animaux ou ailleurs. Sur les êtres humains, on fait ça au bout du doigt. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces cochonneries de maladies vectorielles ont apparemment la faculté notamment de s'abriter dans les endothéliums vasculaires. Donc on va retrouver ça sur les extrémités, et pas sur le sang circulaire. Alors l'autre chose, ce qu'on peut rechercher, on en a parlé ce matin, il y a les bactériophages et les co-infections. Alors les bactériophages, je serai court pour deux raisons. D'abord parce que aujourd'hui, on n'a pas de test disponible. Il n'y a pas de test disponible et a priori, il semblerait qu'on ne puisse pas avoir une bonne corrélation entre la clinique et ce qu'on trouve. Deuxième raison, c'est une raison confidentielle, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui. Voilà. Je ne peux pas dire. Voilà. Non mais c'est un gros... Le problème sur le bactériophage, je ne veux pas aller plus loin, c'est un gros enjeu. Il faut savoir que c'est un vétérinaire aussi qui est donc à la tête d'une entreprise qui a levé plusieurs millions de francs, qui aujourd'hui, par contre, il target des cibles qui sont notamment les staphylocoques, qui sont dans un autre domaine. Alors par contre, ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller regarder s'il y a des co-infections. Et justement, ces co-infections, elles nous permettent deux choses. Elles nous permettent de nous orienter sur de la Borrelia, parce que très très fréquemment, c'est un signe d'appel. Encore une fois, si vous trouvez des bartonelles, par exemple, c'est fort probable qu'il y ait aussi de la Borrelia qui soit là derrière. Et puis, si vous trouvez ces co-infections, vous ne les traiterez pas nécessairement comme des Borrelia. Si vous trouvez des babésias, les babésias ne se traitent pas avec de la dioxycycline. Voilà, et enfin, dernière étape, l'analyse donc du système immunitaire. Comment? Avec le typage lymphocytaire, ça c'est extrêmement important.
notamment avec les CD57. Alors, je réinsiste là-dedans, les CD57, ce n'est pas un critère de diagnostic de borréliose. C'est un critère par rapport à la capacité du système immunitaire du patient de lutter contre les infections froides. Ensuite, moi je le rends comme ça, après je sais que d'autres ne le font pas, mais il faut toujours le ramener à la population totale de natural killer. Parce que les CD57, c'est une catégorie particulière. Le marqueur CD57, d'abord, il n'est pas spécifique des MK. Le CD57, c'est un marqueur en immunologie qui est un marqueur de vieillissement. Donc on retrouve du CD57 sur des T8, mais on en retrouve aussi sur des MK. Donc c'est en clair, c'est des vieux MK, mais qui sont impliqués. On ne sait pas trop comment, on pense que c'est parce qu'ils ont une mémoire, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, parce que normalement les MK, c'est plus de l'immunité innée. Théoriquement, ils ne sont pas censés avoir une mémoire cellulaire, mais il semblerait qu'il l'ait. Et c'est pour ça que nous, on le rend toujours par rapport à la population totale de natural killers, puisqu'ils font partie des natural killers. Donc si vos natural killers globaux sont diminués, bah forcément vos CD57 ils seront abaissés. Et normalement, nous, ce qu'on voit dans les typages, très très fréquemment, on voit les CD57 sur les Lyme chroniques, effectivement, qui sont abaissés. Alors que les CD56, donc les MK totaux, ne le sont pas. Et puis, il faut regarder les TH1, si vous avez la possibilité d'avoir ça sur les typages, parce que ça c'est pareil, c'est une communication qui s'est faite ce printemps à l'ILAT, cet automne, pardon. On privilégie, c'est un facteur pronostic assez intéressant, un facteur pronostic positif, sur des patients qui ont des TH1 plutôt élevés. Ça veut dire qu'ils ont un système immunitaire qui est quand même relativement, qui se défend. Même si normalement des TH1 augmentés ou des TH17 avec un contexte des Treg abaissés sont plus en faveur d'une maladie auto-immune, dans le cas du Lyme, c'est quelque chose qui semble être plutôt d'un pronostic favorable. Voilà, donc parfois il peut y avoir des trous, effectivement, notamment avec ces CD57, et ça veut dire déficit de mon système immunitaire. Donc vous voyez, le labo c'est un peu ça, il y a tout un tas d'outils qui sont là, il faut essayer de les utiliser au mieux. Et je reviendrai après au niveau des slides suivantes, parce que quand je dis au mieux, on a aussi une préoccupation, malheureusement, qui n'était pas trop le cas avant en Suisse, on était tranquille de ce niveau-là, mais c'est une préoccupation économique, parce qu'on est de plus en plus embêté par les assurances, et on est obligé d'essayer d'optimiser du mieux possible les coûts des analyses. On ne peut plus tout faire, quoi. Voilà. Importance des co-infections, les types véhiculent de très très nombreux agents pathogènes. Donc dans l'ordre, on va retrouver des bactéries, donc les bartonelles, qui sont certainement celles sur lesquelles on a les incidences les plus élevées, les virus, donc EIH et les fameux FMSE. Donc ça, faites attention à ça, parce que là-dessus, le truc courant nous explique que c'est une encéphalite, méningoencéphalite aiguë. Il y a des cas qui ont été décrits de portage chronique. Donc ça ne veut pas dire, ça c'est la même chose, hein. C'est pas sur ce virus-là, c'est pas il m'attaque, j'ai une encéphalite, je guéris, tout va bien, et je fais mes IgM et mes IgG après. Vous avez du portage chronique. Ça véhicule aussi des parasites, donc Babesia, hyper connu dans le monde vétérinaire, l'agent responsable de ce qu'on appelle la pyroplasmose. Jusqu'à présent, on nous avait dit ça n'existe pas en humaine. Après, on a dit ça existe en humaine, mais chez les gens qui sont splénectomisés. D'accord ? Enfin, ça existe. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une vraie Babesia, grosse température, hémolyse, etc., etc. En fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Malheureusement, ça existe en humaine. Moi, j'ai un cas d'une médecin d'ailleurs qui travaille en France, dans les services d'urgence, qui a une babésiose. Et c'est terriblement invalidant. Et c'est très très difficile de s'en sortir. Deuxième chose, c'est que les espèces parasitées voyagent beaucoup, ce que je vous disais tout à l'heure, notamment les oiseaux. Et les oiseaux étaient assez peu parasités par les tiques. Alors, il y en avait un peu, mais on s'aperçoit qu'ils le sont de plus en plus. Donc le gros problème que l'on a, c'est que ces oiseaux couvrent de larges distances et on commence à voir apparaître des souches de maladies infectieuses qu'on n'avait pas avant. Et ces co-infections sont impliquées, alors je suis désolé, j'ai paumé la source, il faudrait que je vous retrouve ça, mais il y a un article super intéressant qui est sorti en novembre 2018, qui a été fait par une équipe finlandaise, qui est allée récupérer à peu près 450 sérums de personnes atteintes de syndrome post-piqûre.
Et ils se sont aperçus que dans 70% de ces soins, vous aviez des co-infections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que de la Lyme, à chaque fois les gens ont des infections multiples. Donc les principales, alors, il ne faut pas oublier les autres, Borrelia, Myrmoteuil, Ernsi, c'est théoriquement une Borrelia qui est nord-américaine, mais on pense maintenant qu'elle est européenne. On pense qu'il y a déjà des cas qui sont arrivés, soit parce que les gens ont voyagé, soit parce qu'effectivement il y a des migrateurs qui les ont apportés. Les rickettsia sont aussi extrêmement importantes, surtout dans la partie sud de l'Europe, sud de la France, Italie. Bartonella, il y en a beaucoup. La bartonellose, c'est connu sous un autre nom, c'est ce qu'on appelle la maladie des griffes du chat. Donc, il est fort probable que cette petite amie Bartonelle ne soit pas aussi véhiculée que par les tiques. Par contre, est-ce qu'elle trouve un terrain favorable sur des gens qui sont contaminés avec de la Babesia, avec de la Borrelia, pardon, pour pouvoir se développer? C'est pas exclu. On retrouve donc aussi Babesia, Anaplasma, qui est aussi transmise par les tiques, qui est aussi quelque chose qu'on connaît chez le chien, Coxiella, et puis d'autres choses qu'on voit de plus en plus. Alors celle-là, Francisella tularensis, c'est la maladie de la tularémie, une maladie qui autrefois était réputée réservée exclusivement aux chasseurs mangeurs de lièvres, et en fait, c'est comme Borrelia, c'est pas que chez les forestiers, et c'est véhiculé par les tiques. Alors, Candidatus neoerlichia sacerdotus en Suisse, elle a été diagnostiquée et trouvée en Suisse orientale à plusieurs reprises sur des malades et trouvée sur des tiques. Brucella, la brucellose, autrefois, maladie notamment sur les cheptels bovins et caprins. En fait, il ne faut pas aller chercher bien loin. Alors, la réserve aujourd'hui de Brucella, ce sont les sangliers. Pas les sangliers de Mislide, les sangliers d'or. Le taux d'infestation à Bruxelles, notamment sur les sangliers dans les forêts françaises et vraisemblablement dans les forêts du Jura suisse aussi, c'est 50% qui sont positifs sur les Bruxellois. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Vous savez qu'il y a eu une altération aussi des populations de sangliers en Europe, parce qu'il y en a qui ont trouvé le moyen de les croiser avec des cochons domestiques pour les faire plus gros. Le problème dessus, c'est qu'on a dilué donc, la chose sauvage, sa génétique, et vraisemblablement, on a augmenté le facteur de réceptivité à des agents infectieux. Mycoplasme, et puis, on pourrait même aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté là-dedans, chlamydia. Les maladies virales, alors, donc, vous trouvez deux noms, TBEV ou FSME. Donc, FSME, ça c'est la terminologie germanophone, parce que c'est pour Frusement, c'est pour le printemps. Le virus IH, lui, il est présent dans le nord de l'Allemagne et dans le nord de la France. Le West Nile, ça on en trouve de plus en plus. Théoriquement, ça avance, c'est une maladie exotique. On en trouve maintenant en Italie, dans le sud de la France. Même chose, il y a des formes chroniques de West Nile. Le virus Bourbon, ça c'est un virus qui a été diagnostiqué aux États-Unis, véhiculé aussi par les tiques. Donc il est vraisemblable qu'il arrivera très, très rapidement chez nous. Et puis, Candida, ça, ce dont on parlait ce matin, nous on le recherche systématiquement dans les panels que l'on fait, parce qu'il y a très très fréquemment des co-infections avec Candida. On ne sait pas exactement comment ça marche, comment ça se passe, mais en tout cas c'est des choses qu'on retrouve très fréquemment impliquées. Ce qui est assez remarquable d'ailleurs pour le Candida, c'est que la matrice salive est effectivement très intéressante là-dedans. J'ai fait plusieurs études pour voir justement l'implication qu'il pouvait y avoir, notamment sur des patients qui avaient de la candidose buccale. Et on retrouve de la candidose sur la langue, notamment, sur ces patients-là, mais on n'en retrouvait pas dans la salive. Donc on ne peut pas dire que si on en retrouve dans la salive, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est nécessairement d'origine buccale. C'est que c'est d'origine générale. Et en tout cas, donc, 70% de ces malades, rappelez-vous ce chiffre, qui ont plusieurs infections. En pratique, aucun test de référence. Le problème qu'on a, c'est le coût exponentiel des examens, parce que si vous commencez à partir sur des sérologies, sur des ELISpot, sur des PCR, je ne vous explique pas. La pression qu'on a aujourd'hui de la part des assurances santé, en tout cas pour moi, l'immunoblot reste incontournable pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas passer à côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on va partir directement là-dedans, dans des PCR multi-cibles, que je vais vous détailler après.
Pour moi, c'est quand même important. Alors, la sérologie, on a une chance énorme en Suisse. Contrairement en France, vous ne pouvez pas faire comme ça. En France, vous devez faire une sérologie. Si la sérologie est positive, vous avez le droit à un immunobloc. C'est comme ça. On décide pour vous, parce que vous êtes tellement crétin qu'on vous explique comment ça fonctionne. En Suisse, on a la chance d'être plus libre. On peut, d'entrée de jeu, partir sur un immunobloc. Et en plus, donc les assurances prennent en charge immunobloc IgG et IgM. Pour le moment. En tout cas, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, on en fait, parce que des fois, les médecins nous le demandent, mais en tout cas, je ne fais plus de sérologie. On part directement sur un bloc. Et l'intérêt du bloc, c'est que ça permet de voir effectivement s'il y a eu contact. C'est aussi un autre intérêt, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un critère d'appréciation par rapport à la réponse immunitaire de mon patient. Les patients qui sont IgM positifs et IgG négatifs, ça, pour moi, ça sent pas bon. Ça veut dire que ce sont des gens qui auront vraisemblablement des Lyme chroniques et qui seront potentiellement à rechute. L'autre chose que l'on fait, donc, on travaille beaucoup sur les PCR multisites et multimatrices. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'une des grosses erreurs qui ont été faites sur la PCR, c'est de ne pas aller chercher ces cochonneries là où elles étaient. Dans le sang circulant, il n'y en a quasiment pas. Alors, on fait le sang circulant parce qu'on ne peut pas passer à côté, mais il faut travailler sur d'autres matrices et il faut aussi être multisite. Rechercher que Borrelia sensu-lato, ça n'a pas de sens aujourd'hui. Alors, et puis l'autre chose qu'on peut utiliser après, ce sont donc les ELISpot qui nous permettent de déterminer l'activité au niveau de la maladie. Voilà, j'en ai terminé. Oui, voilà. Alors, j'ai fait assez vite, parce qu'après, je passerai la parole à Daniel. Je donne une partie de mon temps pour un projet qui s'appelle Lyme Tour Europe, qui va vous présenter après, qui est animé par une naturopathe, Déborah, et qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il y a malheureusement un gros coup de fatigue avec tout le projet qu'elle mène d'affront. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça avant qu'on passe sur le Lyme Tour Europe? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? Oui. Comme toutes les pathologies virales. Et c'est pour ça qu'ils proposent toujours ce vaccin. En plus, elle est rare, mais le problème, c'est que soit n'avoir pas de conséquences soit avoir des conséquences neurologiques rares, à vie, et parfois elles peuvent être assez rares, c'est très rare. Ça peut arriver. Donc il y a une espèce de peur par rapport à ces virus. Alors, il y a une peur, et puis effectivement, comme le disait Nathalie, alors ça, bon, moi j'ai tâté un peu de l'industrie pharma, j'en ai fait pendant 2 ans, je suis vite parti, parce qu'on nous apprend quand même bien à manipuler, hein. On est très fort là-dedans. Et le gros problème dessus, c'est qu'il y a une jolie confusion qui est en train de se faire entre justement l'encéphalite athique et Lyme. Et puis l'autre problème que l'on a, on va retomber sur les mêmes travers que ce qu'on a sur le Gardasil, c'est-à-dire que je suis vacciné, youpi youpi, tout va bien, j'ai plus à me prémunir, je vais en short en forêt, elle fait un peu courte, mais en gros c'est ça. Voilà. Et les gens vont tomber là-dedans, et encore une fois, on réduit le problème à un truc tout petit. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, les arguments sont plus faciles à dérouler au niveau marketing, et voilà. Si on veut juste répondre brièvement à ça, je pense que effectivement, oui, il y a de nombreux traitements qui travaillent sur l'immunité, sur l'augmentation de l'immunité. Vous avez plusieurs stands en bas qui parlent de cela, qui montrent des possibilités. Effectivement, en médecine conventionnelle, on ne sait pas faire ça. On sait que faire de l'anti quelque chose, on ne sait pas faire du pour, hein, pour le système. Donc effectivement, ça c'est la grande force des médecines complémentaires et alternatives, c'est qu'on fait pour le système et pas contre seulement. Hein. Donc effectivement, par exemple la micro-immunothérapie, donc vous avez un stand en bas et d'autres remèdes de phyto, tout ce qu'on a vu ce matin dans les compléments alimentaires, remonter le système immunitaire, sera extrêmement intéressant. J'aimerais juste quand même rappeler, le premier exposé, on a vu notre pilote qui nous dit on ne peut pas juste couper le bouton parce que l'avion se crash. Effectivement, quand on a un début de maladie virale, souvent assez bruyante au niveau des symptômes, on ne peut pas juste prendre du Lafalgan ou un anti-inflammatoire parce que là vraiment on coupe les ailes de l'avion et c'est sûr qu'on se crache. Donc effectivement,
quand on a le début d'une pathologie virale, eh bien, on a tout intérêt à, au contraire, booster son système immunitaire et pas couper la fièvre, pas couper les symptômes. Ça, c'est vraiment important aussi bien pour la FSME que pour d'autres maladies virales, que ce soit la grippe, que ce soit la rougeole, que ce soit n'importe quoi. On a plutôt affronté et renforcer le système que couper les ailes. Hein, c'est clair. Et ça, c'est pas dans l'ordre des choses, puisque à partir de 37, on prend du dafalgan. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Ok, merci beaucoup Frédéric. On va peut-être encore répondre à des questions techniques avant de passer à notre grand tour. C'est-à-dire alors oui, c'est pour ça. Alors, moi, je vais juste essayer si j'arrive à l'afficher. Au demeurant d'ailleurs, on a mis maintenant dans nos cibles depuis peu de temps. Donc ça, je vous montre les bilans qu'on fait. Donc en fait, on fait la dengue, le chick et Zika. Parce que le problème dessus, c'est qu'avant c'était les maladies des dom-toms. Malheureusement aujourd'hui, le chikungunya commence à arriver dans le sud de la France. La dengue, c'est pas exclu. Et en tout cas, pour le chick, il a déjà été décrit des maladies chroniques. La dengue, c'est pareil. Zika, de mémoire, je suis pas sûr. Par contre, Zika, il faut beaucoup s'en méfier parce que c'est quelque chose qui a été mis en évidence dans le cas de Myasthenia gravis. Il y a 4 cas qui ont été publiés en Nouvelle-Calédonie sur des gens qui ont chopé Myasthenia gravis. En fait, c'est une maladie auto-immune, vous sécrétez des anticorps contre vos récepteurs à l'acétylcholine. Les récepteurs à l'acétylcholine, c'est ce qui permet à l'influx nerveux d'aller sur les muscles. Voilà. Donc en clair, c'est comme si on débranchait les muscles. Voilà. Donc eux là, ils sont devenus super importants. Puis on les a développés parce qu'on a le privilège à Genève d'être très cosmopolite. C'est bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent à droite et à gauche et on nous demandait ça régulièrement. Donc en fait, on a mis la trilogie dessus. Voilà. Donc voilà, en fait, les trames qu'on utilise, nous, on recherche Borrelia insulato, Myrmotoi, Ernsi, les Bartonella. Alors on fait Species, on fait Quintana et NCLA. Species, ça permet d'élargir. En fait, en PCR, quand vous avez un truc comme ça, on utilise des primers qui sont ce qu'on appelle les primers dégénérés. C'est-à-dire qu'il y a certains acides nucléiques qu'on met volontairement abîmés et qui vont permettre d'être moins spécifiques. On va ratisser plus large. Voilà. Et après, par contre, on va de manière un peu plus précise quand on va rechercher si c'est du Quintana ou du Hensley. Pareil, hein, Babesia, on est en SPP parce qu'il y a Imitis, Divergence dans les plus connus. Après, nous, ce qui est important, c'est de savoir effectivement s'il y a babésiose ou s'il n'y a pas babésiose. Après, on peut descendre pour typiser. Et puis, après, quand on veut aller sur du diagnostic différentiel, des choses un peu plus poussées, on met donc candidatus, candidat spécifique aussi, c'est pareil, hein, on ne travaille pas qu'avec l'albicance. Et puis, dans les virus ARN, comme je vous le disais tout à l'heure, donc TBV, ça c'est sûr, EIH, Bourbon et Westney. Alors, petite parenthèse sur ce qu'on fait. Les tarifs que vous avez ici, c'est des tarifs qui sont volontairement mis hors nomenclature. C'est-à-dire que ça, c'est la charge du patient. De manière à ce que... Alors, on a une version aussi qu'on passe la charge du patient, parce qu'il y a, typiquement, par exemple, pour les cryptos, nous on le fait à 115, il y a une position, Borrelia, c'est 180 balles. Donc, on le met aussi, hein, on fait les deux. Des fois, mais le problème qu'on a, c'est qu'on a certains médecins qui nous disent il faut me splitter ça, parce qu'il y en a une partie qui doit être prise en charge par le patient, parce que les assurances ne suivent pas. Le problème après, c'est que ça revient pas dans la tranche du patient, hein. Ça revient dans la tranche du thérapeute, parce que les assurances viennent vous voir en lui disant c'est très bien, vous avez beaucoup trop prescrit, donc maintenant c'est vous qui allez rembourser. Je peux témoigner, c'est aussi ce qui m'arrive à plusieurs de mes confrères quand on fait de la bonne médecine, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment les problèmes, qu'on essaie vraiment de comprendre l'origine des troubles. C'est-à-dire ça nous donne plus de frais d'examen de laboratoire, ça nous fait souvent plus d'autres recherches aussi, ça nous fait plus de temps de consultation. Et on est statistiquement comparé à des collègues qui donnent en 10 minutes du dafalgan et des anti-inflammatoires ou des antidépresseurs. On ne fait pas la même médecine, forcément, comme on a des patients qui sont souvent plus malades, qui viennent nous voir, eh bien on a plus de frais et donc ensuite les assurances se retournent contre les médecins.
et nous demande aux médecins de rembourser ses frais. Et de plus en plus de collègues sont en procès avec Santé Suisse. C'est un gros problème parce que ça pousse à faire de la mauvaise médecine et on est les cibles des assureurs plutôt que d'être encouragés dans une médecine de qualité. Donc c'est pour ça que Frédéric met dehors ces analyses, qu'il les baisse volontairement de prix, mais il est là, il le fait pour protéger les médecins prescripteurs, les rares médecins prescripteurs qui comprennent ce qu'il faut faire. Voilà, merci Frédéric. Bravo. Malheureusement, on est obligé de faire comme ça. Et la seule solution qu'on a trouvée, parce que si on a la possibilité d'envoyer la facture au patient, mais vous savez comment ça va se passer, forcément vous aurez une proportion qui n'est pas marginale, qui va vous dire oui, pas de problème, je vais payer. Et qui va prendre la facture et qui va l'envoyer à la caisse. Voilà. Et les problèmes après vont revenir dessus. Donc ça veut dire qu'on est pour lambda, je pense à l'online, je peux vous téléphoner, vous envoyer. On vous envoie les kits. Ouais. D'autres questions? Non, alors ça j'ai jamais vu. Ah oui? Bon, alors moi j'ai jamais vu. Est-ce que c'était un moment où ils changeaient leur valeur? Je sais pas. Parce qu'on m'a expliqué. Alors l'inverse, oui, ça c'est beaucoup plus courant. Mais par contre, un ELISA positif, le problème des ELISA, c'est que c'est pour ça qu'on en fait de façon très très courante. Hein. Mais le principe d'un test ELISA, c'est qu'en fait, vous utilisez alors c'est soit sur des plaques ou ce que vous voulez, mais on appelle ça coté. C'est-à-dire en fait, vous avez un endroit sur lequel vous allez avoir différentes protéines qui sont mises dedans. Mais le problème, c'est que les fabricants ne vous disent pas exactement ce qu'ils utilisent. Ils vous donnent 2-3 indications. Biomérieux, par exemple, on dit, voilà, moi dans mon ELISA, je mets du VLSE. Mais lequel? Comment? À combien? On ne sait pas. L'intérêt du blot, c'est que vous savez exactement ce que vous avez dedans. Et les ELISA, le souci, c'est qu'ils font leur sauce. Et puis, quand on regarde aussi la façon dont les tests sont évalués, en fait, ils s'évaluent les uns par rapport aux autres. Mais qui me dit que celui-là est vraiment une inférence? On n'en sait rien. Donc en fait, à chaque fois, c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que c'est pas évident. Et il s'arrange pour que les valeurs soient pas catastrophiques. Après, ça, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, mais effectivement, tout dépend de la façon dont on va coter la plaque. Si je la cote pas beaucoup, il va me falloir forcément beaucoup d'anticorps pour que ça réagisse. Maintenant, si je la cote pas mal... Ils prennent des valeurs moyennes et ils essayent d'écréter les hauts et les bas pour être dans une tranche moyenne. Sachant qu'il y a aussi un truc qui est assez... Alors, moi, je travaille en sérologie avec Biomérieux parce que j'ai un assez bon historique avec eux. Je pense que c'est encore sur le marché aujourd'hui ceux qui sont certainement les plus fiables en matière de sérologie. Mais il y a toujours un truc qui m'a interpellé, c'est que sur les IgM avec eux, vous avez une zone grise. En fait, on rend ça avec un index. Donc l'index, quand c'est de 0,2 à 0,32, c'est zone grise en IgM. Par contre, en IgG, il n'y a pas de zone grise. C'est en dessous de 0,2, c'est négatif, au-dessus, c'est positif. Il n'y a pas de zone grise. Voilà. Pourquoi il y a une zone grise en IgM, pourquoi il n'y en a pas en IgG? On a demandé, on n'a jamais de réponse. Il y a des choses qui sont, c'est un peu nébuleux dedans sur la façon dont ils procèdent. Ils ont leur secret à eux, ils ne veulent pas trop éventer. Et ils sont tous pareils. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui disent que Biomérieux, c'est la mafia, c'est l'industrie du secret. Je vous rassure, c'est dans toutes les boîtes pharma et toutes les boîtes de ce qu'on appelle d'IVD, les diagnostics in vitro, ils sont tous pareils. Voilà. Comment? Si on fait une ponction du liquide articulaire. On fait aussi. On a déjà trouvé sur des ponctions articulaires des grosses contaminations de partenaires. C'est toute façon PCR. Oui. Ouais. En fait, la matrice, on peut le rechercher partout. Hein. Nous, on le fait même aussi sur des tiques. Donc en fait, il y a des gens des fois qui nous envoient des tiques, on écrase des tiques. Après, la seule chose dessus, c'est simplement votre technique, en fait, l'extraction. Parce que si vous avez vous n'utilisez pas la même chose, par exemple sur les urines, on n'est pas trop embêté, c'est une matière qui est assez facile à travailler, il n'y a pas de risque de se retrouver avec des obturations, par exemple quand on travaille sur colonne de silice,
on n'a pas trop de risque d'être embêté. Par contre, quand on est sur des choses un peu plus particulières comme la saline, c'est plus gluant, c'est un peu plus compliqué, là c'est beaucoup plus protéiné, là c'est votre technique d'extraction qui va être différente. Une fois que vous avez extrait, une fois que vous avez votre UA, vous faites ce que vous voulez. Le secret dans la matrice, c'est comment vous allez extraire, quelle va être la technique d'extraction en fonction de la matrice que vous avez. Ok, je crois qu'on va s'arrêter. On passe au LTE. On peut peut-être juste donner la parole au tour d'Europe de Lyme. Il y a le tour de Romandie, mais il y a le tour de Bien, merci Frédéric de me laisser quelques minutes sur ton temps de parole. Et alors félicitations, parce qu'alors ton exposé, alors je trouve que j'en ai fait au moins 5 ou 6 avec des biologistes. Les 3 quarts du temps, j'avais encore plus mal à la tête. Alors déjà avec la maladie de Lyme, je suis déjà bien placé. Mais alors là, c'était limpide. Félicitations, super. Alors je ne suis que le porte-parole de Déborah Jublin, qui est une petite jeune femme naturopathe en France, du côté de Lyon, et qui a créé maintenant il y a 3 ans un collectif. Donc on se réunit régulièrement, donc il y a des médecins, il y a des biologistes, des fois Frédéric il est venu, des naturopathes, des vétérinaires, des dentistes, des chirurgiens, enfin c'est un peu tout azimut. Et on se rencontre et on fait partager notre expérience, et surtout on fait venir des gens qui ont des choses novatrices, que ce soit dans le domaine des compléments alimentaires, de l'immunothérapie, de l'hyperthermie, de l'ozone. Enfin bon, on essaye de trouver des nouvelles pistes. Bon, moi personnellement, je suis pas mal atteint, donc j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir ce que j'avais, parce que je me doutais bien que c'était ça. Mais on n'arrivait pas à le mettre en valeur, quoi. J'ai même eu affaire à un laboratoire français très connu, pourtant réputé. Il m'a dit non, vous n'avez rien. Et heureusement que j'ai été à Augsbourg, à la clinique, parce que c'est là qu'ils ont réussi à le diagnostiquer, voir les co-infections. Hein. Et bon, ça a été le début de mon parcours de thérapie. J'ai commencé à Augsbourg. Alors donc, Déborah a eu une idée. Elle se dit, en fin de compte, on sait qu'il se passe des choses intéressantes aux États-Unis avec Horowitz, en Allemagne, en Russie, à droite, à gauche. Et finalement, on n'a pas vraiment une synthèse de tout ça. Alors l'idée, c'est quoi? Alors elle a acheté un camping-car, et pendant 2 ans, elle va faire tous les pays d'Europe, y compris la Suisse, parce que la Suisse est partie de l'Europe géographiquement, mais pas politiquement. Hein. Et elle va aller voir ce qui se fait dans les cliniques, dans les hôpitaux. Elle va rencontrer des associations. Elle va essayer de voir les techniques, tout ce qui peut se faire par la maladie de Lyme. Et ça, c'est un projet qu'elle a proposé au Conseil européen, puisqu'il s'intéresse de plus en plus à ça. Et elle va rendre des comptes, hein, parce qu'elle va être financée en partie par l'Europe pour pouvoir faire ce projet. Ah ouais, ça marche pas. Alors, ça marchait tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Alors j'ai mis présenté par procuration, hein, parce que je ne fais que son porte-parole. Hein. Alors, depuis ce matin, on le dit. Hein. Donc l'augmentation continue des cas déclarés, et surtout, la très probable cas non déclaré. Parce que je pense que, il y a des chiffres très bizarres. Hein, parce que les gens disent, il y a 50% des gens qui l'ont, 10, etc. On ne sait plus trop. Hein, bon. Alors, une propagation de la maladie, les tests, on vient d'en parler, on a vu que là, c'est le grand flou. Bon, les données scientifiques insuffisantes et contradictoires, l'errance thérapeutique. Alors, l'autre jour, j'étais en train de lire le Généraliste. Le Généraliste, c'est un revue de médecine générale, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Vraiment, eux, ils ne sont pas pour l'homéopathie, hein, ça sûrement pas. Alors, ils mettaient noir sur blanc que 80% des maladies de Lyme étaient en errance thérapeutique et n'étaient pas diagnostiquées. Alors, s'ils disent ça, s'ils disent 80%, il faut en rajouter. Vous savez, c'est comme le ministre, quand il y a des manifestations, il a dit, il y a 10 000 personnes, puis l'organisé il y a 300 000, vous voyez, pareil. Alors eux, ils ont toujours tendance à minimiser. Bon. Alors les co-infections, on en a parlé. La reconnaissance, alors ça aussi, il y a un flou dans certains modes de transmission, notamment interhumaines. Bon,
c'est pas idiot de penser, parce qu'en fin de compte, la maladie de Lyme, ça ressemble un peu à la syphilis, ça ressemble un peu à la tuberculose. Enfin, bon, il y a des points communs. Alors c'est vrai que la syphilis, c'est un spirochète, c'est aussi une maladie qui s'attaque au système nerveux, aux articulations, à la peau, etc., etc. Alors, on peut penser qu'effectivement, il pourrait y avoir une transmission sexuelle. C'est pas idiot, vous voyez. Bon. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment établi formellement. Bon. Ensuite, très peu de recherches. Alors en France, là, c'est une véritable catastrophe parce que alors, vous avez les classiques et vous avez les contestataires. Alors le gros contestataire, c'est le professeur Perron. Heureusement qu'il est là, hein, parce que heureusement que ce type-là, il bouge. On lui fait des misères pas possibles. Tous ses confrères l'attaquent, etc. Les infectiologues. Alors, les classiques, ils restent toujours sur leur position, hein, toujours pareil. Non, mais le chronique, ça c'est dans la tête des gens. Non, oui, l'irritant migrant, ça existe, hein, oui, tout à fait. Et puis alors, si le test ELISA, il est négatif, vous ne l'avez pas. Vous voyez, ils partent avec ça, c'est fini, ils ne veulent pas en sortir. Alors ensuite, un manque de professionnels de santé capables de détecter, alors là c'est une catastrophe, parce qu'en France, avec notre groupe, on fait des formations, donc pour les médecins, pour les thérapeutes, hein, qui sont faits avec comment il s'appelle, ça c'est la maladie de Lyme, la mémoire ça s'en va assez vite, ça va me revenir tout à l'heure, et qui vient d'écrire un livre d'ailleurs, mais on n'arrive pas à suffire, parce que dès qu'un médecin est pas spécialisé, il a tout de suite beaucoup de patients, et comme c'est des chroniques, il ne peut pas en prendre éternellement. Donc ça veut dire que, moi des fois les gens disent non, vous ne connaissez pas quelqu'un dans mon coin, je dis si, je connais, mais il faudra attendre 2 ans. Ah oui, d'accord, je vais attendre 2 ans, vous voyez. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vers la médecine classique, avec toujours pareil, les anti-inflammatoires, la cortisone, etc., qui non seulement n'arrangent pas le problème, mais l'aggravent. Parce qu'en plus, ça baisse l'immunité, ce qui fait qu'en fin de compte, on fait qu'enfoncer le clou. Alors, donc, beaucoup de difficultés pour avoir... alors, là, ils viennent de faire un nouveau consensus avec l'autre autorité de santé. Alors, au début, on s'est dit, ah bah tiens, c'est bien, ils ont l'air de reconnaître le Lyme chronique, etc., etc. Puis alors après, ils se sont rétractés, parce que ça a dû tellement brasser, tous les autres, ils ont eu tellement hurlé, qu'après, ils ont essayé de trouver la voie du milieu pour pas faire hurler tous ceux qui demandent une reconnaissance, et pas faire hurler tous ceux qui disent que tout ça, c'est du pipeau. Voilà, alors, en France, actuellement, il y a plusieurs centaines de patients qui attaquent l'État pour non-assistance à personne en danger, parce que c'est des personnes qui n'ont jamais été reconnues, qui ne sont pas soignées, etc., et qui sont très souvent dans une petite chaise roulante, etc. Et alors, un problème mondial, alors effectivement, ça touche... il y a à peu près 200 variétés de Borrelia, et on va dire que presque chaque pays a ça ou c'est Borrelia. Alors, vous en avez au Portugal, vous en avez en Australie, vous en avez en Nouvelle-Zélande, c'est des formes différentes. Alors, le Parlement européen, vous voyez, ça bouge un petit peu, hein, puisqu'il y a eu un vote d'une résolution sur la maladie de Lyme, et alors on s'inquiète de voir la croissance de ces maladies vectorielles attiques. D'ailleurs, moi, dans mes cours, quand je fais des cours sur Lyme, je ne parle jamais de maladies vectorielles attiques. Les maladies vectorielles à insectes hématogènes. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais été piqué par une tique. Par contre, j'ai été piqué par un temps, hein, et c'est lui qui me l'a refilé. Bon. Alors, en France, donc, il y a un groupe d'études qui s'est mis à l'Assemblée, ça bouge, des tables rondes, ça bouge aussi, hein. Et puis il y a de plus en plus de pétitions, etc. Et puis on va dire que les députés, les sénateurs, ils commencent à écouter un peu tout ça et commencent à s'inquiéter. Bon, cela dit, vous savez, il y a quelques années, le Sénat et l'Assemblée nationale avaient demandé un rapport sur la nocivité des métaux lourds. Alors il y a un rapport, alors, si vous pouvez le télécharger, c'est très intéressant. Ça s'appelle Rapport parlementaire sur les effets des métaux lourds. Bon, il y en a 300 pages. Alors, pendant 300 pages, ils nous disent que c'est dangereux pour la santé, que le mercure c'est un poison, qu'il ne faut surtout pas le rejeter dans l'eau usée. Dans la bouche, c'est pas grave. Mais dans l'eau usée, c'est grave, vous voyez. Et ils n'ont absolument rien fait à partir de ce rapport. On n'a rien fait. On connaît le problème, on ne fait rien. Alors, vous savez, c'est un petit peu là comme avec l'histoire de la cathédrale de Notre-Dame. Il y a eu 250 tonnes de plomb qui ont été évaporées. Bon. Alors on dit, oui, c'est mieux si vous pouvez nettoyer un petit peu quand même, mais ils n'osent pas dire, parce que vous allez voir, il va y avoir une épidémie de saturnisme, ça va être grandiose. Mais bon, on ne veut pas faire peur, alors on dit surtout, voilà. Bon, maladie de Lyme, tout ça, vous connaissez, hein, on va pas... Alors bon, il y a une multitude de noms, hein, on a vu ça aujourd'hui.
Alors, des actions de plus en plus, hein, pénales, etc. Bon. Alors maintenant, autrefois on disait c'était dans les forêts, maintenant on peut très bien se faire piquer, on sort ici, dehors, on reste là, il y a une petite qui vous tombe dessus, puis ça y est. Alors, le Parlement européen encourage la Commission à collecter autant d'informations que possible sur les méthodes de d'équipement et les méthodes de traitement, demande la planification et la création de projets innovants, de la l'amélioration de la collecte de données et une plus grande efficacité. Alors, le projet de Déborah, c'est parti de là. Ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut aller faire la synthèse de tout ce qui se fait en Europe. Alors, voilà les sujets sur lesquels elle va travailler, sur les tests, hein, évidemment, la prise en charge des malades, les traitements qui existent, hein, conventionnels, donc conventionnels, innovants, etc. Les pistes de recherche sur des nouvelles techniques, peut-être l'IFAGE, il y a plein de choses. Hein. Les modes de prévention pour éviter justement que les gens soient contaminés. Alors, moi j'ai un copain qui est maire dans un petit pays en moyenne montagne, c'est à 700 mètres, donc politique, il y en a. Alors, un jour, j'ai dit, mais dis donc, il y a plein de promeneurs ici, c'est un endroit où les gens vont. J'ai dit, mais pourquoi tu fais pas mettre des pancartes, attention, habillez-vous. Oh là là, oh, mais surtout pas, tu te rends pas compte, on va perdre de la clientèle, etc. Et voilà, les gens, ils ont peur. Alors, on n'ose pas. Alors, vous voyez, j'ai une petite image humoristique. Hein. Là, vous voyez la tique, elle dit miam miam. Hein, parce que, vous savez, les abrutis qui font du nudisme et qui vont balader en forêt comme ça. Bon. Bah, faut toujours réveiller un petit peu après le déjeuner, hein, parce qu'on peut s'endormir. Alors là, ce qu'elle va faire, elle va rencontrer des médecins, elle va rencontrer des thérapeutes, elle va rencontrer des associations, elle va rencontrer des laboratoires, rencontrer aussi, si c'est possible, des représentants des autorités sanitaires dans les différents pays. Alors, qui suit? Alors, en fin de compte, elle n'a pas du tout commencé par la médecine, elle a commencé par faire HEC. C'est pour ça qu'en ce qui concerne le budget, elle a bien étudié son histoire. Alors, elle a bien su, pour trouver les financements. Alors, moi, j'ai remarqué que souvent, il y a des très bons naturopathes, ils ont commencé, alors, il y en a qui commencent par être pilotes, il y en a qui commencent par être commerciaux, il y en a, etc., etc. Hein, bon. Alors, alors oui, elle aurait même pu rattraper quelque chose, parce que des guides en jungle au Panama, là, c'était vraiment le truc pour se faire piquer, mais bon, apparemment, elle est passée à travers. Donc, elle a fait aussi la faculté de Dijon, hein, et c'est elle qui a créé le collectif de Lyme, qui marche très bien, maintenant il y a 3 ans, où, comme je vous ai dit, on se réunit régulièrement. Alors, ça, c'est ce qu'on fait, hein, on s'informe, on forme les thérapeutes, on essaye de comprendre la maladie, on essaye de trouver une approche thérapeutique globale, et on essaye de trouver différentes stratégies thérapeutiques, parce que moi, comme je dis toujours, il n'y a pas une maladie de Lyme. Chacun fait sa propre maladie de Lyme. Par rapport à ses co-infections, par rapport à son système immunitaire, par rapport à son psychisme, etc., etc. Donc chaque personne, en fin de compte, doit être traitée vraiment de façon individuelle. Il ne faut pas dire, faut donner à tout le monde la rosécine ou n'importe quoi. Ça marche pas. Alors, il faut vraiment individualiser les traitements, même par rapport aux antibiotiques. Ça, c'est important. Alors, on se réunit régulièrement. En général, c'est très animé parce qu'évidemment, il y a toujours des conflits. Ah ben non, ça marche pas. Bah oui, moi je trouve que ça marche, etc. Alors voilà ce qu'elle va faire. Donc, elle va partir en septembre. Et voilà tous les pays qu'elle va visiter. Alors, je crois qu'elle va faire, en fin de compte, d'une part l'Espagne, le Portugal, l'Italie, je crois, et après elle va faire tous les pays de l'Est. Alors, elle a mis la Suisse, la Norvège, hein, ne font pas, peut-être, parce qu'on ne sait pas s'ils en seront encore, hein, ne font partie de l'Union européenne, mais ils ont été ajoutés en raison de l'intérêt qu'ils présentent, évidemment. Hein. Bon, ça c'est sûr. Parce que je pense qu'en Suisse, il y a quand même beaucoup de gens qui ont la maladie de Lyme, il y a beaucoup de forêts, etc. Bon, la première fois que j'ai été à Augsbourg, pendant 200 km à Augsbourg, il y avait des forêts. Alors, il y a mon fils qui m'avait accompagné, il dit, je commence à comprendre pourquoi ils ont mis une clinique là-bas, hein, parce que... Bon, mais oui. Voilà. Alors là, ce que je vous ai mis, en fin de compte, c'est les endroits en rouge, c'est là où il y a le plus de maladies vectorielles à insectes hématophages déclarées. Vous voyez. Alors la France est très bien placée, la Suisse est aussi dedans. Voilà. Alors, c'est un projet intégratif indépendant, humanitaire, un projet solidaire et bienveillant. Alors elle va fermer son cabinet, carrément. Et elle a 2 enfants encore jeunes. Elle a dit, je vais les déscolariser et je vais leur faire l'école. Donc tous les soirs dans son camping-car, elle va leur faire l'école. Bon, faut être courageux, hein, parce qu'en fin de compte, elle laisse tout, elle ne sait pas du tout ce que ça va donner. Hein, donc c'est vraiment courageux. Voilà.
Alors, bon, il y a un site internet, etc. Alors, bon, voilà ce qui va se passer. Elle va faire un rapport qui sera destiné à tous les médecins et thérapeutes, un rapport destiné au Parlement européen. Elle va aussi faire participer des journalistes, des parutions de presse, des conférences. Elle va vraiment essayer de faire connaître tout son travail. En association avec Denis Burel qui a fait un film. Et vous voyez, là déjà, c'est là où on voit qu'elle a fait HEC tout de suite. Donc elle a tout de suite évalué un petit peu comment ça allait. Donc financement par... Alors des sponsoring, des subventions, etc. etc. Voilà, alors bon, elle est soutenue aussi par toutes les associations Lyme, Chrony Lyme, etc. Bon, maintenant il y en a quand même beaucoup. Et ben voilà, je vous ai présenté le projet. Donc on peut l'applaudir parce que c'est courageux. Donc merci pour elle. Et on vous tiendra informé. Vous avez vu, vous avez un site si vous voulez avoir des informations là-dessus. Et s'il y en a qui veulent nous rejoindre dans notre collectif Lyme, ils seront les bienvenus.